Qu'achètent les Français en cette fin d'année? Où vont leurs priorités de consommation? On en a une idée assez précise grâce au panel dressé par Procos, la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé. Son directeur général est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Emmanuel Leroc. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Le Procos, c'est 300 enseignes du retail, la distribution, dont les 2/3 sont présentes à l'international. Vos chiffres renvoient une image assez fidèle de la consommation des Français. Donc ce sont ceux de novembre qu'il est intéressant de comparer à 2019, dernière année normal, on va dire. Le non-essentiel était fermé l'an dernier à cette période. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces chiffres de consommation? Écoutez, oui, comme vous dites, on n'a pas pu comparer à 2020 puisqu'on avait des écarts énormes. Donc, je dirais un bon mois de novembre par rapport à 2020, si je devais avoir un peu d'humour. Mais par rapport à 2019, en fait, c'est assez hétérogène. En fait, on est en légère baisse par rapport à 2019, à moins 1,1 dans notre panel. Ça n'a pas l'air grand-chose, moins 1%, mais à l'échelle de la consommation nationale, c'est énorme. Alors, c'est tout à fait juste, et surtout, ça cache une hétérogénéité forte entre secteurs. Donc, comme depuis le début de la Covid, en fait, on a un secteur qui reste très dynamique, deux, en fait, l'équipement de la maison et l'alimentaire spécialisé, en fait, plus 10% encore ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est l'alimentaire spécialisé? Alimentaire spécialisé, alors nous, vous disiez tout à l'heure, on représente 305, mais pas la grande distribution alimentaire. Donc, tout ce qui est épicerie, chocolat, ce qui est, on va dire, le fait de se faire plaisir. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plus de télétravail, les gens mangent donc plus chez eux le midi, donc vont moins au resto, mais par contre consomment plus d'alimentaire. Donc c'est un effet comme ça. Et une bonne surprise quand même sur ce mois, sur un secteur qui connaît des difficultés depuis longtemps, qui est la chaussure, en fait, qui est à plus 4, ce qui est assez rare, malheureusement. Les gens achètent des chaussures. Écoutez, je sais pas vous dire pourquoi. En tout cas, c'est clair. Au bout d'un moment, il faut en acheter de toute manière. Et puis surtout, c'est un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années. Donc, du coup, il y a des rattrapages aussi. Beaucoup d'enseignes qui ont fermé, qui ont changé de main, liquidation judiciaire, etc. Exactement. Et puis à l'inverse, à l'opposé de tout ça, les secteurs qui souffrent depuis la Covid, qui sont liés à l'équipement de la personne. C'est-à-dire que nos changements d'habitude, on se maquille moins, on va moins, on sort moins, et donc on est encore en négatif sur la beauté santé à moins 13 et sur l'habillement à moins 10. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Et alors là, c'est moins 13 et demi par rapport à l'année dernière. Pour la beauté santé, après moins 23 l'an dernier? Non, par rapport à 2019. Par rapport à 2019. Donc ça veut dire que si on compare par rapport à l'année dernière, 2021 reste une meilleure année, mais si on prend la photo sur 2 ans, on voit qu'on a des décroissances importantes, de l'ordre de moins 10% pour l'habillement, c'est quand même significatif. Alors évidemment, on voit bien les tendances de consommation qui se dessinent, vous l'avez bien expliqué, mais le 1er décembre, le gouvernement a lancé les assises du commerce à Bercy. Il y avait 5 ministres au lancement, signe quand même de l'importance que le gouvernement accorde au commerce de détail. Ça va durer jusqu'à Noël. Quels sont les sujets qui sont sur la table pour vous, Emmanuel Leroc? Alors, en fait, déjà, oui, comme vous le dites, c'est la première fois que les assises du commerce sont organisées. Donc, on il y a eu des assises de l'industrie, etc. Mais vous, c'est vrai que le commerce... On veut y voir un signe qui effectivement est la reconnaissance de ce secteur. Alors, on va dire pas seulement de ses difficultés, j'espère en tout cas. Et en tout cas, on est dans un schéma prospectif. Il ne s'agit pas des assises pour régler les problèmes d'aujourd'hui, puisque de toute façon, on va voir comment la crise sanitaire continue. Parce que les problèmes, c'est par exemple, c'est la vacance des commerces en centre-ville. On voit il y a 10% des boutiques qui sont fermées, il n'y a plus personne dans Paris, et dans certaines villes, on tombe à moins 15% dans certaines agglomérations. Il y a ça c'est une conséquence en fait. Effectivement, les sujets sont multiples et la Covid les a accélérés. Les premiers sujets sont liés à ce qu'on appelle le développement de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Internet d'un côté qui s'est développé, et d'une manière générale, les commerçants physiques qui étaient des experts du physique doivent devenir aussi des experts du digital. Donc c'est ce qu'on appelle l'omnicanal. Et il y a eu un bond du fait de la Covid, et on n'aura pas de marche arrière sur ce sujet-là. Donc le premier enjeu, c'est de trouver les moyens de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, petits comme gros, soient capables d'investir assez vite pour que ce poids du net qui va forcément croître dans nos habitudes, c'est évident, ne soit pas capté uniquement par les grandes plateformes internationales. Donc c'est un sujet d'accélération de l'investissement, ça c'est le premier enjeu. Je donne les chiffres quand même pour qu'on situe. Le e-commerce était 10% à peu près des ventes, on va être à 15% sans doute cette année, et bientôt ce sera
30%. Ça veut dire qu'une vente sur 3. Et je donne aussi un autre chiffre, c'est que la distribution en moyenne, c'est 2% du chiffre d'affaires investi dans le e-commerce. Quant à Amazon, c'est 9%. Oui, c'est en ça. même temps, c'est un pure player, c'est normal. Enfin, c'est un spécialiste. Exact. Pour parler en bon français. Mais si on ramène ça à la manière dont on avait analysé les choses dès 2020 avec un rapport qu'on avait fait avec EY, c'est qu'il fallait que nos enseignes soient capables d'investir chaque année entre 3 et 6% sur deux transformations majeures. L'omnicanal, donc ce dont on vient de parler, le digital, et puis la transformation responsable, parce que l'autre enjeu du commerce, et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça doit être un secteur privilégié, enfin en tout cas stratégique pour l'avenir, comme le sont certains secteurs de l'industrie, parce qu'en fait on fait le lien entre la consommation, donc notre comportement à chacun et d'économie sur les ressources de la planète, etc., et l'industrie. Donc ça c'est le deuxième enjeu, et du coup il faut être capable de dégager entre 3 et 6% du chiffre d'affaires, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est énorme. On va faire une petite parenthèse de lobbying aussi, puisque c'est aussi ça l'un des enjeux de ces assises du commerce. Alors vous dites, il y a des inégalités par rapport au e-commerce. Ils ne payent pas les mêmes impôts que vous. Et vous dites, il y a un sujet, et c'est un héritage de la crise du Covid, il y a toujours le sujet des loyers. Vous souhaiteriez que les bailleurs, aujourd'hui, ceux qui louent leurs locaux, indexent ce loyer sur les chiffres d'affaires. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Vous parliez tout à l'heure de vacances commerciales. Il y a plusieurs raisons aux vacances commerciales. Il y a une notion de présence de clients, en fait. Donc, par exemple, un certain nombre de centres-villes, malheureusement, où il n'y a pas assez d'habitants. C'est une prise de conscience qui a eu lieu déjà depuis plusieurs années. Il y a eu Action Cœur de Ville qui a été mis en place. Mais il y a le sujet des loyers. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un problème de coût d'exploitation. Comme je disais tout à l'heure, il faut être capable d'investir. Pour être capable d'investir, il faut être rentable. Et quand on a des coûts d'exploitation qui sont plus en phase avec le chiffre d'affaires du magasin, qui est tendanciellement baissier à cause du e-commerce, il faut trouver des solutions avec les bailleurs pour adapter les coûts immobiliers globaux à la réalité de l'activité. Et ça, c'est vrai dans un concept normal, général, c'est-à-dire un mode de raisonnement partenarial entre bailleurs et preneurs, ce qui est loin d'être évident. Et puis c'est vrai surtout localement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même réponse localement. On n'a pas de la vacance partout. Comme vous le disiez très justement, une des spécificités de la crise Covid, c'est qu'elle a beaucoup plus touché les métropoles que les crises précédentes, où on était préoccupé par les villes moyennes. Là, vous en avez parlé, Paris, c'est une catastrophe, objectivement, parce qu'il y a 3 ou 4 raisons, mais une raison liée à l'absence de touristes, on le sait, une raison du télétravail, qui touche beaucoup plus les métropoles, une raison, il faut le dire, de temps en temps, de la politique de la ville de Paris sur des problèmes d'accessibilité, parce que pas de clients, pas de commerce, très clairement, pas de livraison, pas de commerce non plus, et puis une raison de coût immobilier, puisqu'en fait, dans les métropoles, il y a une grosse tension de coût immobilier, avec un temps d'adaptation de l'immobilier très très lent par rapport à la réalité de l'activité du commerce, et on est obligé de fermer dans ces cas-là. Merci Emmanuel Leroc. C'était quelques-uns des enjeux, il y en avait d'autres, mais vous reviendrez nous en parler. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Procos, la fédération pour la promotion du commerce spécialisé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.